Ici Lens. Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B, C. BBC. Bondy, Bondy, Bondy. Blog. café. Bondy Bloc Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Block Café. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir Nordine Nabili. Merci d'être venue à Bondy. Je Vous êtes en venue prie. en RER. Mais oui, c'est normal, Pourquoi? parce que c'est vendredi soir. Je Et suis en saturation d'embouteillage. Mais c'est pas la première fois que vous prenez le RER. Mais On est d'accord. je les inspecte. La semaine d'accord. dernière, j'ai inspecté le RER B. Mais D'accord. vous avez de la chance, vous êtes sur le E, c'est Ça beaucoup va plus mieux. confortable. Alors, on va, avant de parler justement des transports, je vous présente d'abord Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir Nadège. Qu'est-ce que Nadège, vous elle a buvez? une vraie tenue d'été. C'est pour vous. Un Perrier rondelle pour commencer. Et un café pour moi, après s'il on vous fera plaît. plus. Donc vous inspectez les transports en fait à chaque fois que vous pouvez, c'est ça? Mais oui, toutes les lignes, pour Vous voir n'avez pas si de ça chauffeur. Vous marche. n'avez pas de chauffeur, c'est ça? Ah si, moi j'ai mes assistants parlementaires qui souvent me convoient, mais vous savez, le problème c'est que en fait j'ai planté ma voiture un jour en m'endormant au volant. D'accord. Et depuis, mon mari m'a dit, c'était la campagne de Sarkozy en fait. On était rue d'Anguin, je venais des Yvelines et je m'endormais à minuit parce que je faisais des C'est meetings, pour je ça me que réveillais à Sarkozy a 6 heures perdu du en matin. fait. C'est parce que vous aviez Non, fait un c'était en clash 2007. avant. Ah, c'était en Ah, il a gagné. Non, il a gagné cette année-là. Non, c'est parce que je m'étais donné à fond. Non, je me suis endormie et j'ai planté ma voiture, heureusement rien de grave. Et du coup, depuis, mon mari me recommande quand je suis fatiguée de faire attention et plutôt de me faire conduire. Vous êtes une femme politique française. Il n'y a pas beaucoup de femmes en réalité. En France, en tous les cas, qui Mais c'est tiennent très l'affiche. très violent. Mais c'est violent. Vous avez vu ce que Ouais. c'est? Vous Et- avez vu la guerre, là, à l'UMP? Est-ce que vous regrettez vos choix de jeune fille de vous engager dans une carrière politique ou pas avec ce qu'on voit aujourd'hui? Ah, de temps en temps, ça me coûte. Vous savez, quand j'ai commencé la politique, j'avais prévenu mes grands-parents. parents, Mes ouais. grands-parents. Et j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit je vais faire de la politique parce que j'aime Chirac et que voilà, il y a eu la dissolution, il est au fond du trou, je vais le rejoindre. Et elle m'a dit mais tu peux pas me faire ça. Il y a que des gens honnêtes dans la famille. Donc déjà, il y a 12 ans, 15 ans, ma grand-mère pensait que les hommes politiques n'étaient pas honnêtes. Donc aujourd'hui, vous imaginez ce que je vis? Alors vous faites quoi? Alors vous restez maintenant? Vous continuez? Vous arrêtez? Bah oui, je continue parce que si les gens honnêtes arrêtent, qu'est-ce qui restera? Mais qui est responsable de ce climat, Valérie Pécresse? Parce que les gens disent, les gens qui sont derrière nous là, tiennent ces propos-là, mais en même temps, vous faites partie de ce groupe, Oui, de mais c'est cette pour ça. entité Oui, mais c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai demandé qu'il y ait une démission collective. de Je me suis- l'UMP. Ouais. Alors moi, il faut que vous sachiez qu'avant de faire de la politique, j'étais juge. Juge au Conseil d'État. Et donc, j'ai dit, pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la présomption d'innocence. Et elle doit être garantie pour tout le monde. Mais s'il y a une présomption d'innocence, pour Jean-François Copé, bien sûr, il y a aussi une présomption de responsabilité de toute Bien sûr. l'équipe. Parce que les Français, ils ont donné. Et puis, ceux qui n'ont pas donné à l'UMP parce qu'ils ne votent pas UMP, ils sont contribuables. À Et l'UMP, donc- les Français ont donné à double titre, hein, financièrement et aussi électoralement. Donc, Oui, exactement. on va aborder un Big Malion et toutes les la affaires qui démocratie. sont autour de l'UMP. Mais avant cela, je voudrais vous proposer, Valérie Pécresse, de regarder ça. C'est un peu le sommaire de ce que nous allons développer avec eux. Et ensuite, je vous ferai réagir et surtout, je vous les présenterai. Alors, on reçoit Valérie Pécresse pour le dernier numéro du Bondy Block Café. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Valérie Pécresse? Elle a plein de points communs avec nous. Elle est née en banlieue, à Neuilly. Son père travaille à Bolloré Télécom. Et elle lutte contre l'échec scolaire avec une fondation qu'elle a mis en place. Donc voilà, peut-être qu'elle se sentira bienvenue en banlieue pour discuter avec nous. Quand on regarde son CV, d'un point de vue politique, elle a déjà été députée, ministre, présidente au conseil régional et aujourd'hui elle est secrétaire générale de l'UMP. Et ce qui est marrant, c'est que quand on lit sa biographie, apparemment à 15 ans, elle aurait été dans un camp d'été des jeunesses communistes
Alors j'aimerais bien savoir si finalement c'est pas une infiltrée du PCF. Pécresse, c'est les années Sarkozy, c'est-à-dire que c'est les nouveaux visages du gouvernement Fillon. Ramayad était infusible, Rachida Dati était infusible. Je ne sais pas si Pécresse était infusible, mais en tout cas, elle est restée jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle est très associée à Sarkozy. On a même l'impression qu'elle fait partie de ces gens qui, pour rester ministre, auraient été prêts à avaler toutes les couleuvres possibles et inimaginables. Est-ce que selon vous, Valérie Pécresse peut avoir un avenir important à l'UMP? J'y crois pas trop, parce que c'est un peu la femme qui a trahi. T'étais chiracienne, normalement tu devais détester Sarko. Et c'est la première à danser sur le cadavre de Copé aujourd'hui. Enfin, on sent vraiment que c'est une opportuniste de base. Et ça va pas marcher. Quand Sarkozy est monté à l'UMP, enfin voilà, il a, au moins quand il était président, il a vite fait l'unanimité, c'était un parti uni. Et enfin, je sais pas, peut-être que je les connais pas, mais y avait-il un Chiracien qui a dit non, moi je me rallie pas à Sarkozy, à cette politique-là, je sais pas. Elle a eu le parcours classique de tous les militants UMP. Je pense que Valérie Pécresse va avoir du mal à prendre plus de responsabilités. Enfin, je vois pas comment elle peut faire pour tuer Fillon, NKM et tous les autres qui attendent que l'UMP revienne un peu dans l'escarcelle de l'aile, disons, gaulliste sociale. Pour grimper dans l'arène politique de l'UMP, où les choses sont rudes, comme elles le sont dans tous les partis, mais en particulier aussi à l'UMP, bah pour l'instant, je pense qu'elle est trop prudente et qu'elle aura du mal à trouver sa place. Son avantage, c'est peut-être d'être entourée de gens qui s'écroulent les uns après les autres. Donc au final, elle reste droite et tant qu'elle n'aura pas des casseroles qui lui tombent dessus médiatiquement et judiciairement, elle pourra continuer sur sa lancée. Voilà Valérie Pécresse, vous avez la cote visiblement. Ah, vous trouvez? Sympa. Je sais pas, non, c'était amusant. En plus, Sur il y avait de l'humour. Quand vous aviez 15 ans, vous étiez donc faire un petit stage, c'est ça? L'été, c'était dit par Tom. Oui, en fait, moi, j'avais une passion quand j'étais jeune, c'était les langues étrangères et j'adorais les voyages. Et à l'époque, l'Union soviétique était totalement fermée. Et j'apprenais le russe parce que j'étais amoureuse de Omar Sharif, dans le Docteur Jivago. J'avais décidé d'apprendre le russe, donc j'avais pris russe à l'école. Et pour apprendre le russe, il fallait aller dans les camps de jeunesse communiste. Donc je suis allée à Yalta pendant un été. Ça m'a un peu guéri du communisme quand même, parce que c'était un embrigadement terrible. Vous en êtes revenu, vous savez, vous êtes dans un département ici où justement les gens commencent aussi à fatiguer du communisme. Et on le voit d'ailleurs avec les mairies qui deviennent maintenant UDI, Modem, voire même UMP pour certains. Oui, et puis le communisme à la française, c'est pas le communisme soviétique des années 80. Finalement, les jeunes considèrent que vous avez une image assez propre et que peut-être vous êtes l'avenir finalement de ce parti. Est-ce qu'une femme peut être l'avenir de l'UMP aujourd'hui? D'abord, je voudrais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Ils ont dit que j'étais chiracienne et que j'étais ensuite allée avec Sarkozy. Mais moi, j'ai jamais lâché Jacques Chirac. Je suis restée avec Jacques Chirac jusqu'au bout. Je n'ai jamais rejoint Sarkozy avant la fin. Valérie Pécresse, une dernière question et puis on va rejoindre les trois jeunes du Bondi Blog. Il y a tellement de cadavres en réalité autour de vous au sein de l'UMP. Est-ce qu'on peut considérer que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une femme comme vous peut être à la tête de l'UMP? Oui, moi je crois que l'avenir appartient certainement aux femmes. Mais ce sera très dur parce que c'est très très violent la politique. Et je voudrais rectifier quelque chose qui a été dit. Mais les femmes sont violentes aussi en politique. On ne peut pas dire que les femmes soient de gentilles petites filles. On est obligé de se faire une vraie carapace. Mon combat aujourd'hui, c'est celui d'Île-de-France, vous le savez, parce que c'est un combat d'équipe. Et c'est un combat pour lequel je me prépare depuis ma défaite de 2010. Donc vous serez candidate en novembre 2015 pour les régionales? Oui, je serai candidate. Et surtout, ce que je voudrais essayer de faire, c'est vraiment faire émerger un projet pour ce territoire. Vous savez, c'est mon 30e déplacement en Seine-Saint-Denis depuis janvier. Et je pense que vraiment, on fera baisser le FN, on reconquérera la confiance des Français, des Franciliens, avec de la politique par la preuve, du concret. Et moi, je veux prouver qu'on peut faire de la politique différemment, mais vraiment. Je vous propose de terminer votre Schweppes. Vous terminez votre Schweppes et on rejoint vite les jeunes du Bondi Blog pour évoquer d'ailleurs tous ces sujets, notamment la réforme territoriale, puisque ça va être un sujet très important. Ah ouais, il est bon. Voilà, vous aviez vraiment soif, hein? Ah ouais, mais moi je suis une éponge. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy le café. Valérie Pécresse est notre invitée. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue à Bondy en RER,
en RER. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines, conseiller régional Île-de-France. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur et du budget et aussi par ailleurs porte-parole du gouvernement entre 2011 et 2012. Pour vous interroger, c'est Badrou Saïd Abdallah qui est au milieu, qui a donc préparé cette émission avec Mehdi Meklat et Myriam Bokobza. Je vous propose de regarder très vite le portrait qui a été réalisé par Iman Yousfi et ensuite on commence donc les hostilités, comme on dit de coutume ici à la brasserie Le Murat à Bondy. En pleine tourmente, l'UMP traverse une véritable crise. Divisée, désapprouvée, la droite française connaît des heures sombres. Valérie Pécresse a répondu à l'invitation du Bondy Blog Café pour en parler. Mais qui se cache vraiment derrière cette femme politique ? Déjà, elle a un beau parcours, assez classique pour l'élite française. Elle a fait de belles études, HEC, l'ENA, elle est sortie 2e de l'ENA, à partir de ce moment-là, haut fonctionnaire, conseillère d'État. Et elle commence vraiment la politique en 1998, après la dissolution ratée de Jacques Chirac, elle devient conseillère du président de la République. La politique véritablement active, elle le fait en 2002, quand elle devient députée des Yvelines, une circonscription qui était ancrée à droite. Et puis ensuite, c'est en 2007 qu'elle devient ministre de l'enseignement supérieur. Et on lui doit l'une des rares grandes réformes qui a été faite sous Nicolas Sarkozy, l'autonomie des universités. C'était assez compliqué, parce que tout le monde n'était pas d'accord, mais elle a imposé la réforme. Cette réforme de l'université, nous la plaçons résolument sous le signe du dialogue. Qu'elle était entourée, évidemment, de tous les caciques, les mandarins de l'université qui souvent sont des gens de gauche, et il a fallu qu'elle impose quand même des modes de fonctionnement, des idées, des réformes, avec des petites tensions. Il y a à un moment donné une tentative de reculade qui a été faite notamment de la part de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et avec François Fillon, eh bien, ils ont forcé la main de l'Élysée pour mettre en place quand même cette réforme. Et puis en 2011, elle a monté encore d'un cran parce qu'elle est devenue ministre du budget et porte-parole du gouvernement, qui est un poste exposé, on la voyait beaucoup. Là, elle gère évidemment la crise. On est en pleine post-crise financière et on sait que la grande affaire, c'est la réduction des déficits. Et en fait, elle s'est construite entre ces deux moments et avec en même temps un travail politique qui consistait à prendre la tête de l'opposition à la région Île-de-France et construire également cette candidature et son réseau politique. Méthodiquement, Valérie Pécresse s'est construit une place de choix au cœur de l'UMP. Mais à quoi pense-t-elle vraiment, tous les matins en se coiffant ? Il faut se souvenir de ce groupe qu'avait organisé Copé autour de lui avec la jeune génération, les cadras, le maire Barouin. Et dans Les Mousquetaires, elle était un peu la Milady, c'est-à-dire qu'elle jouait un peu double jeu. Elle allait aussi du côté de Sarkozy et aussi du côté de Copé. Puis après, effectivement, elle a choisi plutôt son camp. Elle est allée du côté de Fillon. Copé, il en a toujours voulu. Elle s'est mise effectivement derrière François Fillon, qui semblait un temps favori pour la présidence de l'UMP. Mais en plus, ça correspond clairement à ce qu'elle est, c'est-à-dire une droite assez modérée, européenne, et non pas la droite décomplexée de Jean-François Copé ou de la droite forte. Elle se vit un peu comme un mix de Michel Alliot-Marie et Ségolène Royal. Elle se vit un peu comme la femme bobo de droite. Le mode d'ascension et le parcours politique de Ségolène Royal ne la laisse absolument pas indifférente, ce qui déjà laisse augurer de ce qu'elle a peut-être aussi en tête de manière un peu plus lointaine. Alors Valérie Pécresse, est-ce que vous êtes un mix de Ségolène Royal et de Michel Alliot-Marie ? C'est plutôt original. Non, mais c'est vrai que j'ai regardé le parcours de Ségolène Royal au début de ma carrière politique parce que je me suis occupée énormément de sujets dont la droite ne s'occupait pas. Et je trouve qu'elle a réussi quelque chose, c'est d'imposer la femme politique et d'imposer aussi les thématiques des femmes politiques. Et les thématiques des femmes politiques, c'est des thématiques que les hommes politiques considéraient comme totalement subalternes. Vous avez dit tout à l'heure au bar, Valérie Pécresse, avec Nordine, j'ai appelé ma mamie et je lui ai dit « j'aime Chirac ». Vous aviez 15 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Est-ce que la politique... Non, là, j'en avais une trentaine d'années. J'avais une trentaine d'années. Je l'aimais encore, on va dire. C'est une grosse histoire d'amour, alors. Est-ce que, du coup, la politique, c'est une histoire d'amour pour un homme ? Quand j'avais entre 15 et 18 ans, franchement,
j'étais beaucoup moins catégorique sur mon engagement politique. En fait, j'ai été vraiment séduite par le Chirac de 95, celui de la Parce que c'est un beau gosse ou parce que ça se passe comment, ces choses-là? Parce qu'il était très mal. Non, d'abord parce que... C'est de la compassion. C'est plus de la compassion, visiblement. Non, c'est pour son tempérament. J'avais l'impression que, si vous me permettez, il ne me pardonnera pas, mais que Balladur, c'était un peu l'ordre établi, la préservation de l'ordre établi, et que Chirac, c'était celui qui, à droite, portait une espèce de vision de l'homme, Mais c'est un vrai sentiment amoureux? Bah, il y a de l'affectif, mais vous savez, c'est un peu pareil pour moi aujourd'hui. Quand mon bébé est né, quand ma dernière fille est née, j'étais députée. Et les gens de ma circonscription, les habitants de ma circonscription ont appris que j'avais eu un bébé. Et ils ont commencé à lui tricoter des chaussons, des brassières, et donc j'ai reçu plein de choses. Et là, on peut se dire, mais un homme politique, il n'a pas besoin de ça, j'avais pas besoin de ça. Il y a un sentiment affectif. Vous faites de la politique, c'est affectif. On va arrêter de rêver, Valérie Pécresse. Est-ce que vous pensez pas maintenant que la politique, c'est s'accommoder des inégalités? Parce que au départ, vous nous avez raconté votre histoire d'amour avec Chirac, l'homme qui voulait combattre la fracture sociale, et vous avez été aux affaires, et ce que vous avez vu, c'est que vous avez été incapable, en fin de compte, de changer et de régler toutes ces inégalités. Du coup... Alors, moi, je voudrais dire quand même quelque chose. J'ai été la seule du gouvernement Sarkozy à oser faire l'inventaire de ce qu'on n'avait pas bien fait. Et ça m'a valu pendant, allez, on va dire 6 mois, une énorme bouderie de Nicolas Sarkozy qui expliquait partout que, voilà, vraiment, c'était minable de ma part. Et je pense encore, aujourd'hui, puisqu'on parle de l'UMP, que tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'inventaire, on n'y arrivera pas à reconstruire un projet. Parce que c'est vrai que à chaque fois que je rencontre un Français, il peut s'appeler Badrou, mais il peut s'appeler Monsieur Dupont, Monsieur Durand, il peut habiter la Corrèze ou il peut habiter la Seine-Saint-Denis. Il me dit, mais Madame Pécresse, qu'est-ce que vous feriez à la place de François Hollande? Alors je leur dis, bah on ferait ça, on ferait ça, on ferait ça. Mais Madame Pécresse, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Mais ça veut dire que vous avez pas fait. Qu'est-ce qu'il prouve que vous allez faire après? Donc c'est les mêmes questions. Vous dites, on savait ce qu'il fallait faire, mais on ne l'a pas fait. Bah oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous aviez tout un mandat pour le faire et vous avez... Alors, 10 ans en l'occurrence, à l'UMP, c'est là de 2002. Mais parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et je vais rebondir sur la question de Badrou, à laquelle je n'ai pas complètement répondu. La lutte contre les inégalités, il faut dire la vérité. Ça passe pas par plus d'assistance et plus d'aide. Ça passe par des réformes qui vont permettre au pays de mieux fonctionner. Et c'est pas... Vous voyez, c'est pas extrêmement populaire. La question, elle est assez concrète. C'est que maintenant, le parti de l'UMP est déchiré avec plein de courants à l'intérieur. Vous-même appartenez à un des courants. C'est ça le problème, c'est que maintenant, plus personne ne s'entend au sein du parti? Mais il y a toujours eu plusieurs droites. Enfin, il faut relire les livres d'histoire. C'est quoi votre droite à vous? Une droite cool, quoi. C'est quoi une droite cool? De Gaulle, il était cool. C'est une droite qui est interventionniste sur le plan économique, même si elle est libérale. Et c'est une droite qui pense qu'il faut mettre quand même le paquet pour résoudre la question sociale. Mais moi, ma façon de résoudre la question sociale, c'est par l'éducation. Et c'est peut-être ce qui fait vraiment ma spécificité à l'UMP. C'est que la plupart de mes collègues considèrent que l'éducation, c'est un sujet second. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être ministre de l'Éducation. Parce que c'est horrible d'être ministre de l'Éducation. Il n'y a que des syndicats de gauche en face, il n'y a que des étudiants dans la rue, il y a des jeunes, c'est horrible, il va falloir aller leur parler. Vous avez des vrais problèmes de riches, en fait. Non. Je veux pas être ministre de l'Éducation. Non, mais je plaisante. Non, mais quand je dis je veux pas être ministre, ça veut dire que, vous savez, les hommes, ils font carrière politique en se disant... Qu'est-ce que je vais être dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais être dans 10 ans? Je pense qu'il y a une difficulté à penser que c'est juste les hommes qui sont carriéristes, alors que les femmes politiques, en fait... Non, je ne dis pas les hommes, les femmes. Ah non, bien sûr. Quand on étudie les parcours des uns et des unes et des autres, on se rend compte que finalement, il y a des similitudes. Attendez, je ne vous ai pas dit que j'étais pas ambitieuse. Je ne vous ai pas dit que j'avais pas envie de faire des choses. Nicolas Sarkozy avait, avec un petit sourire et un peu de cynisme, mais il avait raison, il ne faut pas se cacher. Il disait, quand on a été ministre, c'est difficile de plus l'être et de revenir simple député. Et c'est vrai, parce que quand vous êtes ministre, vous faites des choses. Moi, j'ai fait une réforme. Alors, ça a été le bordel pendant 3 mois dans les universités. Pardon, je dis un gros mot. J'espère que les jeunes de Bondy ne m'entendent pas. Mais non, mais j'ai fait des choses. Je me suis retournée, j'avais fait des choses. Pardon. Alors, je vais vous proposer, Valérie Pécresse, l'édito de Idir Houssini. Justement, il s'est mis dans la peau d'un élu UMP qui fait finalement une espèce d'introspection de ce qui se passe depuis maintenant quelques mois au sein donc, de ce parti. Et puis, on vous demandera de réagir. On demandera surtout à Badrou de poser les questions. Il ne faut pas faire trop d'introspection quand on fait de la politique.
Français, Françaises, municipales, européennes, 2 élections qui auraient dû nous filer la banane à l'UMP. La gifle, infligée à Matignon et à l'Élysée, fut si belle qu'on l'entend encore résonner ici en Seine-Saint-Denis, fief gaucho autoproclamé. Le PS, resté au pouvoir chez nous à Bondy, découvre un concept politique tout nouveau, l'effet village d'Astérix. Toutes les villes qui nous entourent sont désormais ralliées à la droite. La suite fut si belle. Le score familique du Parti socialiste aux européennes, la cerise sur mon gâteau d'anniversaire. Un vent nouveau soufflé sur les cendres de notre parti, qui avait tout perdu en 2012, mais qui s'apprêtait à renaître, tel le phénix des hôtes de ses bois. Finalement, déception. L'UMP va rester encore un bon bout de temps dans une humeur de corbeau. Les cigales, qui chantaient à droite de l'hémicycle durant le scandale Cahuzac, se trouvèrent fort dépourvus quand l'affaire Pygmalion fut venue. À gauche, un ministre censé combattre la fraude fiscale coffre ses liasses et ses lingots en Suisse. À droite, les millions du parti vont dans les poches de bons copains, facturant des prestats et des boulots Star Wars. Et on vous demande à vous, la plèbe, le chien-dent, de ne pas mentir au questionnaire des assédiques, le 27 de chaque mois. L'ENA, École nationale de l'arnaque. C'est ce qu'on entend dans les halls des cités, désormais, parmi les gens formés à sciences pauvres. L'UMP apprend la démocratie. C'est ce que nous disait Copé durant son combat des chefs avec Fillon. Devrait-elle aussi apprendre le code pénal ou l'usage de la calculatrice? Une société surfacture des prestations en loose day à notre parti, parce qu'on nous explique que c'est impossible de faire campagne avec seulement 22 millions d'euros. D'accord. Et si je vous dis que c'est impossible de boucler les fins de mois sans vendre du shit, vous allez me répondre quoi? Messieurs, vos affaires font leurs affaires. Aux européennes, c'est un parti qui promet de faire exploser l'union du vieux continent qui a gagné. Nos électeurs quittent le navire. Le Front National a beau avoir vendu son paquebot, la vague bleu marine les emportera loin, très loin. Au revoir. Voilà, c'était donc l'édito d'Edir Houssini. Est-ce qu'on a conscience au sein de l'UMP que la situation est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique que ce qu'il n'y paraît? Bon, pour moi, ça a été un choc, le score du Front National. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, parce que je suis une incorrigible optimiste, sinon je pense que je ferais un autre métier, que le Front, il prospère sur nos défaillances. Il prospère quand on est mauvais. Alors effectivement, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon pour plein de raisons. On n'a pas été bon parce qu'en en fait, cette élection européenne, on ne s'y est pas vraiment engagé. On n'avait pas un vrai projet qui nous rassemblait tous. On a été divisés. On n'a pas forcément mis les meilleurs candidats partout. Et puis ensuite, il y a eu l'affaire Pygmalion, cerise sur le gâteau, alors là, la totale. Mais je pense pas, moi, que c'est pas une cerise, hein, l'affaire Pygmalion, c'est une bombe atomique. Hein. Ouais, enfin, bombe atomique en plus, oui, quoi. Oui, mais oui. Ce que je veux dire, c'est que je crois que les Français, maintenant, ils votent à chaque élection en fonction du candidat et en fonction de ce qu'ils Est-ce qu'ils ont raison proposent. de voter Front National quand on voit l'état de l'UMP? Non, on n'a jamais raison de voter Front National. Moi, je considère que je ne crois pas à la stratégie de banalisation du Front National. Pour moi, le Front National, c'est pas nos valeurs. Est-ce que Valérie Pécresse, vous regrettez certains propos de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2012? Il faut parler aux électeurs du Front National. Si on leur parle pas... Mais leur parler comme Nicolas Sarkozy leur a parlé? Non, mais il y a certainement eu des dérapages que moi, j'aurais pas, des paroles que moi, j'aurais pas prononcées. J'en sais rien, je me souviens plus, parce que moi, quand j'aime pas quelque chose, j'oublie. Moi, quand je n'aime pas quelque chose, j'oublie. Mais en revanche, si vous voulez, moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est que ça m'a pas choqué quand il est allé à la Courneuve et qu'il a dit je reviendrai avec un Karcher. Ça m'a pas c'était en choqué. 2005, donc là, je vous parle de quand il était président. Oui, mais moi, la campagne de 2007, qui était quand même assez musclée, le Sarkozy de 2007 m'avait plu, parce qu'il y avait à la fois de la fermeté, mais il y avait de l'espoir. Pas celui de 2012. Il y avait de l'espoir avec la discrimination positive. Celui de 2012, il nous a pas vraiment associés à sa campagne, il l'a fait un peu tout seul. Moi, j'ai pas vraiment tout compris. Avec Pygmalion. Vous comprenez maintenant que les... Ça, on n'en sait rien. Hein, on n'en sait rien, non, parce qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on regarde à la télé. Hein. Il y a des arguments qui il s'est passé quelque chose et il y a forcément une malhonnêteté quelque part. Ça, je vous le confirme. Il y a des arguments qui c'est pour sont ça un que peu j'ai proposé qu'on démissionne. Comme il le racontait, on n'arrivait pas à boucler la campagne parce que les limites, elles sont trop basses. Ça fait petit voyou, limite. Non, mais ça, c'est pas possible. De toute façon, il y a une règle et on applique la règle. Moi, quand je fais une campagne, j'ai un vous, budget. pendant la campagne, vous vous êtes rendu compte parfois qu'il y a des choses qui tournaient pas rond. Quand par exemple, il y a eu près de 2 500 000 euros rien que pour le meeting de Villepinte pour des trains.
on se dit quand même que là, il y a un truc... Mais ça, vous le savez maintenant, parce que c'est marqué dans le journal. Vous étiez à la... Ah non, moi j'étais au gouvernement. Moi j'étais ministre du budget, j'étais en train de faire voter la TVA anti-délocalisation au Parlement. Moi j'étais pas là. Moi je voudrais réagir sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le groupe UMP à l'Assemblée nationale s'est désolidarisé de l'amendement qui a été déposé pour éviter la prison aux délinquants financiers. Vous, quel est votre regard sur cela? Je comprends pas. Vous comprenez pas? Je comprends juste pas, je comprends pas. Tous les délinquants sont des délinquants, point final, et ils doivent respecter la règle. On dit souvent les politiques sont des délinquants, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est troublante, c'est tous les mêmes? Quand la vie est très dure et qu'en plus, voilà, on galère, on attend de ces hommes politiques qu'ils soient exemplaires, pas qu'ils s'en mettent plein les poches. Donc de toutes les façons, la corruption d'un homme politique est juste inacceptable. C'était inacceptable pour Cahuzac, c'est inacceptable s'il y a eu de la corruption pour ceux qui en ont pratiqué à l'UMP. Et moi, je la dénoncerai de la même façon. Voilà, je ne me cacherai pas derrière mon petit... Mais ça vous donne pas envie de vous barrer, sérieusement? Si, mais si je me barre, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il faut un homme providentiel pour remettre l'UMP d'équerre ou pas? Ou une femme? Ou une femme providentielle? Il y a plein de sujets. Non, mais il y a plein de sujets qui se posent. Ça, c'est tabou tout de suite. Quand on demande des noms, c'est tout de suite. Non, mais c'est pas ça. Mais d'abord, on n'a pas encore, je vous dis, ni fait l'inventaire, ni, j'allais dire, fait le deuil d'un hypothétique retour de Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy nous maintient le suspense. Donc, moi, j'ai envie de dire, qu'il dise s'il veut y aller, qu'il dise s'il veut revenir. Les militants de l'UMP, ils ont une grande histoire d'amour. Ils ont toujours une nostalgie de Nicolas Sarkozy. Pas vous. Si, mais là, attends, je ne suis pas seule à voter. Si j'étais seule à voter, ce serait différent. Mais dans les films américains, on voit ça. Le mari est parti à la guerre, il n'est pas revenu, on ne sait pas, missing in action, vous voyez, il est parti. Et bon, s'il revient, ce n'est pas la même situation pour la fiancée que s'il ne revient pas. Donc lui, on a besoin de savoir. Il avait dit il y a 2 ans que s'il perdait, il arrêterait. Ouais. Vous n'entendrez plus parler de moi. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de la probité, de l'honnêteté des hommes politiques. Et vous ne pensez pas que c'est une perte de temps d'attendre Nicolas Sarkozy? Oui, mais là, vous voyez, Badrou, vous l'avez déjà jugé, Nicolas Sarkozy. Et vous ne pouvez pas le juger, parce que vous ne pouvez pas le juger sur ce qu'a dit... C'est une déclaration publique. C'est une déclaration qu'il a faite devant des milliers. Vous n'entendrez plus parler de moi si je perds les élections. Ah oui, non, ça, on a le droit de changer d'avis. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il a le droit de changer d'avis. De toute façon, il y a toujours une déprime après la défaite. Un baby blues, hein, c'est ça, un baby blues. Un défaite blues. Et je sais de quoi je parle, puisque moi, j'en ai vécu assez dur en 2010. Il ne l'a pas dit, je m'en irai. Il n'a pas fait comme Jospin, je quitte définitivement la vie politique. Il avait dit, vous n'entendrez plus parler de moi, avant. Il a dit, je ferai autre chose. Ouais. Alors, justement, enfin bon, il n'a pas envie de faire autre Valérie chose. Pécresse, pendant ce temps, on n'en sait rien. Pendant ce temps, le FN s'installe. Je vous propose quelques réactions des jeunes du Bondi Bloc concernant donc le parti de Marine Le Pen, et ensuite on continue ce débat sur ce parti politique. Le premier sentiment, c'est choqué de ne pas être choqué, déjà, par la percée du FN. Pour la première fois, on peut parler de tripartisme. C'est-à-dire que le bipartisme n'existe plus en France. C'était prévisible, mais moi je me demande plutôt au niveau de la jeunesse, qu'est-ce qu'on attend et quand est-ce qu'on va réagir? Parce qu'au final, voilà, le FN, tout le monde était dégoûté, parti en tête aux élections européennes, mais tout le monde est en train de planifier ses vacances, tout le monde continue sa vie quotidienne. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut en France pour réveiller la jeunesse? On ne marche pas contre un parti qui est numéro 1 des élections. On le combat sur le terrain idéologique et on arrête d'envoyer des incapables comme Harlem Désir parler du FN et qui font des fautes historiques. Personnellement, ça ne me fait pas peur, en fait, cette montée du FN. Le Parlement a tellement peu de pouvoir qu'au final, même si les députés FN sont majoritaires à l'Assemblée aujourd'hui, ça n'impactera pas forcément les politiques qui seront menées au niveau européen. Valérie Pécresse, est-ce que finalement la réussite du Front National, c'est pas l'échec de l'UMP et du PS? Il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites, et notamment une chose, la dernière remarque, qui est de dire, finalement, les députés européens, ils ont tellement peu de pouvoir. Je pense que les Français ont voté FN aussi parce qu'ils pensaient que ça n'aurait pas de vraies conséquences. Or, c'est faux, il y aura des conséquences sur le Parlement européen. C'est un vote ras-le-bol, c'est un vote pour nous dire des choses, mais c'est aussi un vote dont on minore l'importance. Si ils avaient dû voter pour un maire d'une ville, je peux vous dire que, là, ils hésitent beaucoup plus, parce qu'un maire FN, c'est quand même des conséquences dans la vie quotidienne. Le FN a été en tête à Bondy pour les élections européennes, 1600 votes. Madame Pécresse, ça voudrait dire... Madame Pécresse, pour vous, le FN, mais pas du tout au municipal, puisqu'il n'y avait même pas de liste. Pour vous, le FN, c'est un parti républicain? Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Je pense que ces valeurs, un certain nombre des valeurs que je défends,
n'ont rien à voir avec celles du FN. Et à partir du moment où il y a un consensus depuis Mitterrand pour dire que le FN s'inscrit dans la règle du jeu démocratique, on ne peut pas lui faire un procès en anti-républicanisme, même s'il défend un certain nombre de valeurs anti-républicaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Parce que si on dit ça, les électeurs du FN, ils voteront encore plus FN parce qu'ils auront l'impression qu'on leur interdit, qu'on veut les censurer. Il est républicain ou pas républicain? Moi, ces valeurs, les valeurs qui défend un certain nombre, n'ont rien à voir avec la République que moi je défends. Voilà. D'accord. Qui est une République qui n'est pas xénophobe. Est-ce que ça voudrait dire que l'UMP est en manque d'idées? Mais bien sûr, mais moi je vous l'ai dit, je pense que, et là aussi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est dans nos mains, c'est pas seulement dans les vôtres, c'est dans les nôtres. C'est dans nos mains, à nous les politiques. Rien alors. Ah ben on va faire quelque chose. Non, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas un vrai réveil démocratique, une vraie prise de position? Pourquoi vous ne construisez pas un vrai projet? Pourquoi vous ne donnez pas de vraies idées? J'espère bien qu'on va y arriver. Mais quand? Non, mais le problème, c'est qu'on a quelque chose de très difficile à régler qui s'appelle savoir ce que devient l'UMP dans cette période transitoire, avant le Congrès, avant l'hypothétique retour de. D'abord, on colmate les brèches et après, on réfléchit au projet, c'est ça? Non, c'est pas on colmate les brèches. C'est on fait vraiment. On ouvre les portes et les placards. Non, parce que depuis 2 ans, Valérie Pécresse, on a le sentiment que l'UMP ne fait que ça. C'est peut-être ça le problème numéro 1. Mais j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas compris. Je l'avais dit à l'époque à Jean-François Copé, je lui avais dit, maintenant, tu es président. Alors, peu importe l'élection, comment tu as été élu, etc. Bon, on a tous notre idée là-dessus, mais c'est fini, tu es président. Donc maintenant, tu fais Mandela et tu réconcilies tout le monde et tu construis un projet. Bon, ben, ça n'a pas été c'est un écart vraiment... énorme. Non, mais Mandela au sens réconcilier les clans, etc. Bon, je dois avouer qu'effectivement, il y a un énorme écart. Bon, mais j'ai essayé de jouer le jeu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de jouer le jeu de la direction collégiale. J'ai essayé à un moment de dire, bon allez, on réconcilie tout le monde, on oublie le passé, on fait table rase et on réconcilie. Ça aurait été mieux avec Fillon, ça aurait été mieux avec Fillon. Le passé, c'est le passé. Certains me disent, oh là là, les 3 anciens premiers ministres, oh là là, vous allez encore aller chercher des sexagénaires pour remonter l'UMP. On va chercher des personnalités qui ont une vraie respectabilité et on leur dit, vous prenez les rênes, le temps, qu'on fasse la transparence. Moi, je suis pour aucun. Moi, je suis pour l'UMP et pour qu'on sauve l'UMP. Parce que je pense que... Ah bah si. Attendez, pour lequel? J'ai tout fait, mais pour aucun. Mais moi, je suis aujourd'hui... Allez, pour Chirac. Vous ne croyez pas au retour de Juppé? Non, non. Attendez, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en 2017, il y ait des primaires. Ceux qui parlent du retour de Sarkozy disent aussi qu'il faut qu'ils reviennent pour supprimer les primaires. Je pense aujourd'hui que si quelqu'un supprime les primaires ou demande à supprimer les primaires, eh bien, c'est l'explosion de l'UMP. Parce que c'est empêcher les jeunes d'avoir leur chance. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, t'es trop jeune pour Mais qu'est-ce qui diriger la France. motiverait aujourd'hui un jeune à intégrer l'UMP, par exemple, aujourd'hui? Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Oh, quand même. Donnez-nous envie de voter UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est présentée à Paris. Myriam, par exemple, elle pourrait tomber amoureuse de qui au sein de l'UMP pour devenir à qui je une pourrais politique? Mais de plein de gens. Qui? Mais de qui? De Barouin, par exemple? Ça dépend quel est votre type et quel est l'âge. On va poursuivre. Alors, on a beaucoup parlé de l'UMP et du FN. On va parler du Parti Socialiste, et notamment de François Hollande, qui est donc le président de la République. On a demandé aux jeunes du Bondi Blog de réagir sur, finalement, cette question est-ce que François Hollande est dans une espèce d'impasse politique depuis l'élection des municipales et des européennes? Réaction, et on revient en plateau. Est-ce que François Hollande est ou non dans une impasse? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a l'air serein, alors qu'il reste 3 ans. 3 ans, c'est long. On a l'impression que voilà, il peut plus rien faire, qu'il est totalement impuissant. Ce qui peut le consoler, c'est qu'en politique, on l'a vu, on n'est jamais mort. Donc même s'il fait une traversée du désert, il reviendra de toute façon. Il ne faut pas oublier qu'en politique, tout va très vite. La preuve avec Jean-François Copé qui a sauté en à peine 10 jours. Donc François Hollande, évidemment, dans les médias, ça fait du bien de dire bon, bah, il est terminé, c'est fini. Mais bon, il faut aussi laisser le temps. Tout est possible en politique, tout va très vite. Il est surtout au pied du mur, en fait. Et l'échelle qui permettrait de passer cet obstacle, c'est que son obsession de voir s'inverser la courbe du chômage se réalise. Là, je pense qu'en fait, il finira sur une bonne note. Ça ne veut pas forcément dire qu'il aura du succès pour un deuxième mandat éventuel, mais au moins, c'est ce qui pourrait le sauver. Alors, Valérie Pécresse, est-ce que François Hollande est dans une impasse politique et au fond, la deuxième question, c'est est-ce que l'UMP n'est pas le meilleur allié actuellement de François Hollande? François Hollande, il est face à une majorité qui est complètement coupée en deux. Et c'est ça son problème. Parce que si vous écoutez le Manuel Valls de la primaire,
pas le Manuel Valls, ce Premier ministre d'aujourd'hui, mais le Manuel Valls de la primaire. Des 6,8%. Celui des 6,8%. Ben, c'est exactement le problème. Celui des 6,8%. Manuel Valls de la primaire, lui, il avait dit il faut supprimer les 35 heures, il faut faire la TVA sociale, il faut baisser les charges sur le travail, il faut faire de la compétitivité. Enfin, je me demande même si c'était pas pour les peines planchées à ce moment-là. Enfin bon, donc il était vraiment à la fois sécuritaire, à la fois libéral. Bon, donc il était de droite. Il était un peu l'UMP. Oui, mais moi je vais vous dire, je pense qu'on en est à un stade où malheureusement les seules solutions c'est celle-là. Voilà. Alors le François Hollande a fait perdre 2 ans à la France, ils nous ont supprimé la TVA sociale, ils sont en train de la réinventer avec le crédit d'impôt, compétitivité. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait de bien, François Hollande? En 2 ans, qu'est-ce qu'il a quand même. fait de bien en François Hollande? Il a fait la Banque publique d'investissement. Ça marche bien. Le mariage pour tous aussi. Alors le mariage pour tous, pour ceux qui en voulaient. Vous étiez pour, vous, ou contre? Non, moi j'étais contre, mais j'étais contre parce que je pense que qui dit mariage dit effectivement adoption. Moi j'ai toujours, mais je pense qu'on n'arrêtera pas là. Je pense qu'on ne peut pas arrêter. Ça c'est votre côté là. un peu catholique, un peu. Ah bah ça, oui, mais on se refait pas. Mais c'est pas seulement ça. J'ai défendu l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Et à l'époque, les catholiques étaient vent debout contre parce qu'ils pensaient qu'on allait enlever les petites croix aux petites filles. Et bon, bah oui, on enlève aussi les petites croix aux petites filles. Bon, je suis pour l'avortement et j'ai voté la loi égalité homme-femme, ce qui m'a valu de la part des personnes de la Manif pour tous une volée de bois vert parce que, vous savez, dans cette loi, il y avait un amendement sur la loi avortement qui supprimait la clause de détresse. Mais je pense que, peu importe, ça ne changera rien à la question de l'avortement en France. Il n'y aura pas plus d'avortements. d'avortements. Donc que le mariage pour tous, c'est la BPI, alors, pour l'instant, à sauver... Non, le mariage pour tous, c'est pas pour moi quelque chose de bien. J'ai voté contre. Le mariage pour tous, j'ai voté contre parce que je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. Je pense que sur cette question de l'adoption, j'étais très réservée. Et je pense que, de toutes les façons, l'adoption, c'est forcément un deuxième choix. Et donc, quand on est un couple, on a envie d'avoir des enfants biologiques. On sauve que la BPI, du coup. Non, la BPI... Et la réforme territoriale le Mali, c'était bien. Il fallait le faire. Là, il y a un consensus sur la réforme territoriale aussi, c'est plutôt une bonne idée, vous ne trouvez pas? Alors, la réforme territoriale, mais il accouche d'une souris. Il nous a promis que le département avait vécu, il nous a promis des milliards d'économies, il nous a promis le grand soir. En Ile-de-France, je vais vous prendre l'exemple de la région parce que c'est quand même le summum. On va avoir les communes, les territoires, qui auront en tout cas plein de vice-présidents, plein d'élus. On aura la métropole qui va couper l'Île-de-France en deux, Paris, la petite couronne, les départements et la région. 5 niveaux. Alors, peut-être en 2021, ça se simplifiera. Non, enfin, il y a d'urgence. 2021, je ne sais pas quel âge vous aurez, mais enfin... Ouais. Eux sont encore jeunes, nous deux peut-être pas, mais... Et sur la réforme pénale, en fait, l'UMP fait diversion avec l'affaire Némouche en tapant sur le prosélytisme religieux en prison, mais finalement, vous n'êtes pas prononcé clairement sur cette réforme, la réforme pénale de Taubira. La contrainte pénale... ou la probation, comme elle dit, ça existe déjà, ça s'appelle le sursis avec mise à l'épreuve. Donc en réalité, elle est soit en train d'inventer ce qui existe déjà, soit elle a une vraie arrière-pensée, et c'est ce qu'on redoute nous, qui est de vider les prisons. Mais franchement... Oui, mais elle a supprimé les peines planchées, c'est quand même une bonne mesure, non? Supprimer les peines planchées, moi je ne suis pas d'accord. Les peines planchées, contrairement à ce qu'on pense, les peines planchées sont individualisées. C'est-à-dire qu'un juge peut à tout moment dire oui, vous avez commis 3 actes, vous êtes multirécidiviste, mais compte tenu des circonstances, je ne vous condamne pas à la peine planchée. Il peut l'individualiser. Personne ne le dit, personne ne dit la vérité. Vous ne pouvez pas être si naïf que ça. Vous ne pouvez pas dire elle va vider les prisons. C'est un argument qu'on entend et qu'on écoute à peine, ça, finalement. D'autant plus que les chiffres nous donnent l'exemple inverse. C'est-à-dire que les prisons sont en surpopulation permanente. Si j'étais ministre de la Justice, ce que je commencerais par faire déjà, c'est sortir tous les mineurs des prisons pour adultes. Parce que c'est un scandale français. On est le seul pays au monde... On les met où? Alors, il faudrait avoir le courage de dire qu'il faut des centres pénaux pour les mineurs, pas des centres éducatifs fermés. Parce que les centres éducatifs fermés, et j'en ai visité, y compris en Seine-Saint-Denis, ça coûte très cher. C'est pour 5 personnes, il y a 5 éducateurs, 24 heures sur 24. En plus, ça marche pas bien. Oui, mais c'est beau les idées, Valérie Pécresse, ça c'est encore des idées un peu... Oui, mais là, pour le coup, il faut mettre des moyens. Que l'UMP n'a jamais défendu, en plus. Voilà, il faut mettre des moyens. C'est plutôt le tout sécuritaire. Moi, je l'ai défendu, je la défends, ça fait 10 ans que je la défends. Oui, mais c'est quand même sécuritaire, vous voyez. Mais l'idée, c'est quand même de protéger les jeunes contre
les délinquants Moi, je veux dire par là Parce que sinon- qu'électoralement payant, l'UMP n'a jamais eu le courage de dire on peut avoir une alternative à la prison, on peut travailler différemment, alors que c'est plus facile de vendre le tout sécuritaire et dire remplissons les prisons après tout. Oui, mais c'est une mesure ce qui est sont à des la fois délinquants. humaniste, parce que l'idée c'est de lutter contre la récidive et de faire en sorte que des jeunes qui arrivent en prison à 16 ans, 17 ans, ils ne soient pas confrontés avec des caïds de 21, 22, qui eux vont les enrôler pour ensuite, voire même faire du prosélytisme islamiste, etc. Donc c'est qu'ils ne rencontrent pas des durs, qu'on les laisse entre eux. Mais c'est compliqué à gérer ça et à assumer. C'est pas si simple. Alors, on va continuer ce magazine, si vous le permettez, Valérie Pécresse. On va parler de la liberté d'expression. Vous savez que c'est quelque chose qui est très important pour le Bondi Blog. On a demandé à Claire Diao d'aller faire un petit reportage sur un film qui est actuellement au cinéma. On a appelé ça la liberté d'expression. Est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est un début? Et ensuite, on continuera. On abordera notamment la question des réseaux sociaux. Actuellement en salle, le documentaire caricaturiste fantassin de la démocratie interroge la liberté d'expression. Dans un monde dominé par la communication, Facebook et Twitter, avons-nous conscience que nos libertés peuvent être menacées ? Moi, je trouve que la liberté d'expression est en train de régresser. Pas que la liberté d'expression, la démocratie. Et c'est dangereux. Les gens ont peur. La peur s'installe un peu partout. Peur de ne pas avoir du travail, peur de plaire, peur de l'autre parce qu'il est d'une culture différente, d'une identité différente. Et alors chacun, on reste entre soi et on plie les chines. C'est-à-dire on devient lâche et c'est là où le pire arrive. Et je trouve qu'en France et en Occident aussi, il ne faut pas aller chercher trop loin. Only abroad I have opportunity to say the truth about Russia. In Russia I keep silence because it's very dangerous. As a cartoonist or journalist, we are in a position to raise the voice, the people's voice. Il y a des pays où soit ils peuvent être privés de leur liberté, privés de leurs revenus, et il y a des gens dont la vie est en danger. We still question the power of our democracy. Cartoon is a visual metaphor. C'est un état des lieux de la démocratie et de la liberté d'expression au niveau international. Parce qu'on voit que dans de nombreux pays, la liberté d'expression régresse. On subit des pressions des lobbies économiques, le pouvoir de l'argent, l'américain le raconte très bien. Ils sont dans le conseil d'administration des journaux, ils sont dans le conseil d'administration des télés, ils font la pluie et le beau temps au niveau de l'opinion. Après, dans des pays où c'est des dictatures, là, il n'y a plus de liberté d'expression du tout, on peut bien le dire. Oui, mais c'est justement dans les pays où l'on peut s'exprimer que l'on se révolte le moins. Qu'en est-il au pays des droits de l'homme ? La France elle a beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on dit toujours la patrie des droits de l'homme, c'est vrai. Mais à la fois, tous ces dessinateurs et dessinatrices, que ce soit Raïma qui est en Amérique latine, ou les dessinateurs du Proche-Orient, les dessinateurs du Maghreb, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que eux, ils savent ce que c'est que de contourner les interdits. Et nous, on dit « Ah, on est en démocratie, tout va bien, c'est super. Il y a la République qui est là pour nous protéger. » Eh bien, la République, des fois, elle s'endort un peu. Il faut bouger tout ça, parce que sinon, si on s'endort, on peut se faire bouffer par les intolérants qui nous attendent au tournant. Comme je ne peux pas oublier que je sors de la Roumanie de Ceausescu, d'une dictature, je me suis juré en tant que citoyen, et j'invite tout le monde d'en faire autant, de ne plus jamais, autant que je puisse, par les armes que j'ai, moi j'ai une caméra, les autres ont un crayon, de ne plus jamais te permettre ça. Voilà, donc c'était un reportage de Claire Diao concernant le film Les caricaturistes fantassins de la démocratie, un film de Stéphanie Vallée-Atto et Cyril Blanc. Valérie Pécresse, quelques mots sur la liberté d'expression. Est-ce qu'on est dans un pays libre en France? Est-ce qu'on peut tout dire? Ou est-ce que finalement, parfois, et on le voit avec certains éditorialistes, finalement la dignité des gens est souvent bafouée et que la liberté d'expression pourrait avoir comme frontière finalement cette dignité-là? Oh, il faut être pour la liberté d'expression et pour le droit à la caricature et de manière quand même vraiment très très large. Je pense pour moi la frontière c'est l'injure. Objectivement l'injure c'est bas, c'est nul. Et puis la diffamation, le mensonge. Éric Zemmour par exemple, est-ce que ça vous choque les propos d'Éric Zemmour, que ce soit sur RTL, sur moi, télé? Eric, je suis... Ah, c'est un ami. Ah non, non, vous avez vu plus misogyne qu'Éric Zemmour? Je sais pas, Eric, j'ai cru que c'était... Ah non, Éric Zemmour, tour, quand on se retrouve sur un plateau, on s'en plafonne. La dernière fois, je crois que je lui ai dit qu'il ferait mieux d'aller s'occuper un peu de ses enfants plus souvent parce que... Non, mais c'était très dur. Non, mais parce qu'il est très, très, très virulent contre les femmes.
il considère que... contre les minorités, contre les... Oui. Pas contre vous. On est tous, il y a pas mal de victimes. Il y a pas les mal Roms, de. enfin voilà, contre toutes les... Non, mais il y a pas mal de victimes. Il est très fort avec tous les gens faibles de la société française en réalité. Il est très faible avec les gens forts. Je ne suis pas sûre que ce soit ça son moteur. Je pense que son moteur, c'est de dire des choses qui sont politiquement incorrectes et qu'il veut trouver les choses politiquement incorrectes. Mais en disant des choses politiquement incorrectes, parfois, il dépasse la frontière. Est-ce que c'est lui qui a condamné ou est-ce que ce sont les chaînes qui lui offrent cette tribune-là qui doivent l'être? Non, mais attendez, ça dépend ce qu'il dit. Moi, je ne sais pas. Moi, je condamne jamais. Moi, il a été condamné par la justice pour injure et tout ça. Enfin, voilà, quand il est condamné par injure, c'est pas seulement de la. C'est lui qui, il doit être condamné et la chaîne, le CSA doit veiller à ce que la chaîne soit aussi responsable de ce qu'il a dit. D'ailleurs, c'est la loi. Il faut lui appliquer la loi. Vous vous offusquez des injures, mais c'est pas une injure de dire en 2010 lors d'une conférence sur le Grand Paris, en finir avec les banlieusards dans vos gares qui viennent vous polluer, faire du bruit chez vous et encombrer vos rues. Ah mais ça, alors cette phrase, cette phrase a été totalement sortie du contexte. J'ai vu la vidéo, c'est pas. Oui, vous avez cette vidéo. Oui, mais vous avez eu la vidéo. Oui, pardon, excusez-moi, laissez-moi. Oui, c'était glaçant. Je peux vous expliquer ce que j'ai dit. C'était parce que j'expliquais à des gens qui se moquaient éperdument du Grand Paris, qui étaient les Parisiens intramuros. Je leur expliquais que le Grand Paris était absolument ultra nécessaire, y compris pour Paris. Ils ont sorti la phrase, sortie du contexte, parce que j'expliquais que nous, les banlieusards, on était vraiment foudrage d'avoir à traverser Paris, et que eux, il ferait mieux de réfléchir sur le Grand Paris. Je ne dirais pas ce que je pense de celui qui a fait le découpage de la vidéo, mais vous êtes journaliste, vous savez très bien ce que c'est que de faire de découpage d'une réunion de 2 heures, de prendre une phrase et de réussir à caricaturer. Et ça a été fait exprès, et c'est dégueulasse. Voilà. En tout cas, vous avez dit ce que vous avez à dire là-dessus. Exactement. Valérie Pécresse, vous vous souvenez quand l'UMP tapait sur les gens... Mais ça a convaincu les Parisiens que le Grand Paris était important, donc l'objectif était... Vous allez l'énerver. Bonjour. Non, mais c'était dégueulasse. Franchement, j'en ai beaucoup souffert. Ok. Donc, est-ce que vous vous souvenez quand l'UMP tapait contre les journalistes, tapait sur les journalistes? Quand l'UMP tapait sur les journalistes et quand les journalistes tapaient sur l'UMP. Honnêtement, c'était la campagne de 2012. Nicolas Sarkozy, dans chacun de ses discours de campagne, quasiment tapait sur les journalistes, sur la façon qu'ils avaient de traiter l'information, etc. On avait des militants qui agressaient verbalement, voire même physiquement, des journalistes. La violence, je condamne. Tout ça, c'était complémentaire. Et je l'ai condamné. Je l'ai condamné sur Twitter. Laissons de côté les dérapages. Moi, je vois pas. Excusez-moi. Vous nous critiquez toute la journée. On a le droit de vous critiquer aussi. On a le droit de vous dire qu'on considère que ce que vous dites, c'est pas vrai. On a le droit de vous dire qu'on n'aime pas vos méthodes. C'est la liberté d'expression pour tout le monde en France. En revanche, effectivement, là où je suis pas d'accord, c'est qu'un militant n'a pas le droit d'agresser un journaliste physiquement ou même de l'injurier. Quel est votre point de vue sur le travail de Mediapart aujourd'hui qui, depuis 2 ou 3 ans, révèle un certain nombre d'affaires? Est-ce que vous pensez que c'est du journalisme véritable ou est-ce que vous pensez finalement que les autres journaux sont somnolents à côté du travail que fait donc ce petit journal, puisqu'ils sont une trentaine? Écoutez, ça dépendra des circonstances. Si c'est Cahuzac, c'est bien, mais si c'est Karachi, c'est pas bien, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Si c'est vrai, c'est bien. Si c'est faux, c'est pas bien. Le rôle de tous les journalistes d'investigation est un rôle absolument précieux, voilà. Et puis il faut vivre aujourd'hui. Je vais vous dire. Et sur Twitter, vous pensez que c'est bien ou pas bien? C'est vous qui tweetez ou c'est un collaborateur? C'est moi qui tweete. Mais non, parce qu'on me pose la question. Non, je trouve ça drôle. Pourquoi vous souriez? Parce que je vous imagine en train de tweeter, ça me fait rire. Oui, mais attendez, j'ai plus 120 000 followers. C'est beaucoup. C'est-à-dire que ça en fait un vrai média pour moi, 120 000 personnes qui peuvent me lire. Alors évidemment, ça dépend du moment de la journée, quoi. Mais c'est important pour moi de passer des messages. Même si, alors, de temps en temps, on s'en prend des injures. Alors là, d'ailleurs, je bloque tous ceux qui m'injurient, je vous le dis, parce que casse-toi, connasse, bon, ça va. Mais en revanche, tous ceux qui argumentent, c'est intéressant parce que voilà. Alors, question du public, tout de suite. Charlotte. Bonsoir Valérie Pécresse. Tout à l'heure, vous avez dit que la politique n'était pas un métier. Qu'est-ce que c'est alors la politique? C'est un engagement, c'est une envie, c'est quelque chose qu'on porte un peu en soi. Alors c'est aussi un chemin. Moi je pense que ce qui est dommage dans notre pays, c'est qu'on ne puisse pas faire de la politique
à tous les moments de la vie. Il y a beaucoup de femmes qui se disent il faut que j'ai d'abord élevé mes enfants pour pouvoir aller le soir faire des réunions politiques, etc. Donc on a des femmes qui arrivent en politique à 50 ans. Et moi j'ai envie de dire vraiment, il nous faut des jeunes et il nous faut des femmes. Alors, question, Jonathan. Bonsoir Valérie Pécresse. J'ai deux questions en fait. La première c'est est-ce que l'UMP finalement ne sait pas être un parti d'opposition ? Et la seconde, tout à l'heure vous avez dit que la France était le seul pays du monde où les mineurs étaient en prison avec les majeurs. Je voulais vous demander si vous confirmez cette... Ah non, je n'ai pas dit que c'était le seul pays du monde, c'était le seul pays, je crois, d'Europe. Vous avez dit du monde. Ah, alors c'est une erreur. Non, il y a une convention, alors je retire ce que j'ai dit une bêtise. En fait, il y a une convention mondiale internationale de l'enfance qui dit, dans le monde entier, on ne devrait pas emprisonner les majeurs avec les mineurs. Ce qui est choquant, c'est que ça se fasse dans le pays qui se veut le pays des droits de l'homme, et c'est pas effectivement... Et je pense que c'est une singularité française, mais je peux me tromper sur la singularité La première européenne. question. Pardon, mais j'ai dit une bêtise. Et sur la première question, l'UMP ne sait pas être un parti d'opposition. Je pense que c'est vraiment la guerre des chefs qui aujourd'hui nous mine et qu'il faut qu'on surmonte ça et qu'on joue collectif. Et c'est unité, probité, moi je crois les deux maîtres mots de l'UMP si elle veut survivre. Hein. Avant de vous laisser partir, on va vous demander une dernière faveur, c'est la dédicace sur l'affiche du Bondy Blog Café. Vous savez, c'est une coutume. Et donc vous êtes la dernière invitée de cette saison. Je voudrais remercier Myriam, Badrou et Mehdi, ainsi évidemment que toute l'équipe du Bondy Blog d'avoir préparé cette émission. Vous savez, vous pouvez suivre l'actualité du Bondy Blog sur bondyblog.fr. Vous savez que l'EJ Lille et le Bondy Blog ont lancé il y a quelques années une prépa égalité des chances au concours des écoles de journalisme. Il se trouve que la campagne de recrutement est ouverte, donc vous pouvez évidemment tenter les concours des écoles de journalisme. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EJ. Avant de vous quitter, Valérie Pécresse, on a des cadeaux. Vous savez, nous, on offre toujours des cadeaux aux gens qui viennent nous rendre visite. C'est un recueil de DVD qui s'intitule Bien différents, bien ensemble. C'est la saison 2. C'est les grands engagements de France Télévisions en matière de diversité. Ce recueil de DVD est pour vous. Et contre ça, il faut nous lire à l'antenne et à haute voix votre dédicace, Madame Pécresse. Alors j'ai mis merci au Bondy Blog pour son invitation et surtout bravo pour le professionnalisme, la qualité et l'impertinence de ces journalistes. Amitié, Valérie Pécresse. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'être venue au Bondy Blog. Sachez qu'il y aura donc une saison 4 du Bondy Blog Café. Merci aux équipes de France O et de LCP pour leur confiance. C'est important pour l'équipe du Bondy Blog. Merci évidemment à Jamart et à Zadig Productions. On se retrouve donc au mois de septembre pour un nouveau numéro de Bondy Blog Café. Elle est très sympa, elle dit les choses franchement, etc. Mais elle n'a pas d'idée. Elle est très critique en fait envers elle-même et envers son parti. On sent une femme vraiment tétanisée par la situation de son propre parti, par la situation de la France qu'elle a laissée lorsqu'elle était aux affaires. Et d'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle est là-dedans encore et pourquoi elle ne s'est pas barrée. C'est quelqu'un qui t'appelle toujours par ton prénom, c'est quelqu'un qui te regarde toujours avec le sourire pour gagner quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est de la séduction, quoi. La principale difficulté, c'est affronter la démagogie, en fait. Avant, on a eu Copé, Henri Guénaud... On a des gens très sexy. Même Nathalie Kosciusko-Morizet, alors que Valérie... voilà.